Bonjour, bienvenue sur Décideur TV. Bonne année, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside. Au programme de ce numéro, information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits. On parlera également protection des données personnelles des utilisateurs de TikTok. Et enfin, on parlera réglementation européenne des drones civils. On commence tout de suite cette émission avec Victor Lehmann, avocat chez Dequilin Schmitt et Associés, pour parler information du consommateur sur la qualité et caractéristiques environnementales des produits. Victor Lehmann, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, quel est le périmètre des nouvelles obligations environnementales des entreprises ? Alors, les nouvelles obligations d'information du consommateur sur les qualités environnementales des produits sont entrées en vigueur au 1er janvier 2023. Elles sont issues de la loi AGEC et le périmètre concerne à la fois toute une liste d'informations et une liste, un certain niveau d'entreprise. Les informations concernées sont assez larges puisqu'elles concernent notamment le taux de plastique recyclé dans un produit, sa recyclabilité future, sa durabilité, mais aussi la quantité de métaux précieux et de matières rares qu'il contient. Le tout doit être précisé notamment en grammage. Pour les entreprises concernées, au 1er janvier 2023, seules les plus grosses sont concernées, celles qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros et qui mettent sur le marché français plus de 25 000 unités de produits. Alors si ces périmètres sont assez, dans un premier temps, assez souples et permettent d'appliquer la mesure qu'aux entreprises les plus grosses, il n'en reste que la charge administrative est assez importante, parce que comme je vous le disais, les informations sont très précises. Donc pour un gros produit avec plusieurs composants, l'entreprise est bien forcée de remonter sa chaîne d'approvisionnement, identifier les métaux précieux selon donc les précisions qui ont été apportées donc dans la loi AGEC, un décret d'application d'avril 2022, puis une foire aux questions qui a été mise à disposition sur le site du ministère de la Transition écologique. Qu'en est-il des modalités d'affichage ? Alors les modalités, fort heureusement, sur cette mesure sont bien des modalités de mise à disposition des informations aux consommateurs. Elles n'ont pas à être affichées directement sur le produit. Pour le moment, il y a une certaine liberté. Donc ces informations doivent être mises à disposition, que ce soit par un lien Internet, par un QR code. Il n'y a pas donc à l'imprimer sur l'emballage. C'est assez heureux pour les entreprises qui font déjà face à l'entrée en vigueur progressive de l'obligation d'afficher donc le Triman et l'Infotri, donc qui sont ces informations au verso des emballages, qui indiquent comment trier, comment jeter ces déchets, et qui ont déjà obligé les entreprises à modifier totalement leurs emballages, à revoir leur charte graphique, et donc qui est assez génératrice de coûts pour ces entreprises. Là, heureusement, on est sur une application plus souple. Toujours est-il que cette nouvelle mesure pose question d'un point de vue européen. Pourquoi ? Puisque le champ d'application est à ce jour français. Les entreprises européennes donc, qui souhaiteraient importer des produits en France vont devoir se conformer à de nouvelles mesures pour pouvoir mettre leurs produits sur le marché français. On ne sait pas trop ce qui se passerait si tous les pays membres de l'Union européenne commençaient à réglementer aussi les informations environnementales. Et cette approche française est d'autant plus questionnable que la Commission européenne a déjà bien avancé sur la question. Il y a des documents de travail. Elle réfléchit aussi à l'information du consommateur d'un point de vue environnemental. C'est donc une question à suivre aussi au niveau européen. Donc il y aura peut-être après des transpositions à faire dans le droit français si jamais il y a des différences au niveau des législations entre la législation européenne et le droit interne. Oui, tout ça est encore à suivre puisqu'il s'agit de documents de travail de la Commission européenne. Mais il y aura bien, a priori, dans le futur, un travail d'harmonisation à effectuer pour que le droit français reste conforme au droit européen. Alors, si jamais les entreprises ne respectent pas les obligations que vous venez de mentionner, qu'en est-il des sanctions et des interdictions ? Alors, la sanction la plus évidente mise en avant, une sanction de 15 000 euros d'amende par manquement, par chaque produit qui ne serait pas conforme. Dans un premier temps, vu l'importance des informations à renseigner, il est fort heureusement à prévoir que les autorités de contrôle auront une approche plus pédagogique. Mais il ne faut pas oublier que le ministère, donc notamment dans la foire aux questions que j'ai évoquée, annonce aussi que l'autre fondement pour des sanctions serait des pratiques commerciales trompeuses sur des allégations environnementales.
En effet, vu que l'objet de la mesure est de permettre aux consommateurs de comparer l'impact environnemental de deux produits, si un producteur n'est pas assez précis ou met un peu trop en valeur son produit d'un point de vue environnemental, il pourrait se faire sanctionner pour cette allégation trompeuse, pour cette pratique commerciale trompeuse. Là, les sanctions peuvent être plus importantes puisqu'elles peuvent monter à 10% du chiffre d'affaires ou 80% des dépenses engagées pour cette mesure. C'est pas négligeable. Oui, ce n'est pas négligeable. Et enfin, donc, sur les interdictions, donc, cette mesure d'obligation n'est qu'un des versants de la loi AGEC. Il y a aussi de nombreuses interdictions liées aussi à l'environnement, notamment l'interdiction des mentions telles que biodégradable ou respectueux de la planète. Il y a donc tout un volet de la loi AGEC, une veille à faire assez importante pour suivre bien précisément les différentes obligations et aussi les interdictions qui entrent en vigueur au 1er janvier 2023. Très bien, écoutez, on vous remercie pour cet éclairage. Merci d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Je vous remercie. Vous êtes toujours sur Décideur TV dans Lex Inside. Quelle protection des données personnelles pour les utilisateurs de TikTok? On en parle tout de suite avec mon invité, Merav Krieger, associé de Bird & Bird. Merav, bonjour. Bonjour. Alors, faut-il s'inquiéter de la protection des données personnelles des utilisateurs de TikTok? Faut-il s'inquiéter? Bon, en tout cas, le public s'est inquiété suite à une déclaration officielle dans la presse du président de TikTok qui se voulait initialement rassurante en termes de partage, habilité, limité des données avec du personnel de TikTok situé en dehors de l'Union européenne, notamment aux États-Unis et en Chine. Et c'est là où le bât blesse parce que, en voulant rassurer, il a finalement inquiété l'opinion publique. Est-ce que l'opinion publique a eu raison de s'inquiéter ou pas? Oui, je pense que oui, dans la mesure... Pourquoi y a-t-il un risque que les autorités chinoises, par exemple, aient accès les autorités locales et notamment chinoises ou américaines. Alors, autant aux États-Unis... c'est une inquiétude constante, ils font partie, ils sont dans le radar des autorités de régulation européennes, c'est pas un secret. Les autorités chinoises sont également inquiétantes en la matière, avec un accès qui n'est pas suffisamment encadré juridiquement au regard de notre droit européen. Alors on sait que nous, on s'est doté par exemple du RGPD au niveau européen, il n'y a pas d'équivalent en Chine ? Si, on a un équivalent, mais qui, en termes de limitation des accès par les autorités, n'est pas aussi protecteur qu'en Europe ou ailleurs. Donc l'inquiétude est réelle, et même si, comme je le disais initialement, il faisait état, le président de TikTok, d'informations rassurantes de conformité. Alors en cas de fuite de données, quels sont les recours des utilisateurs ? Il existe différents recours. Le classique, c'est porter plainte auprès d'une autorité européenne, puisqu'il est question de données européennes, de personnes situées sur le sol européen, puisque parmi les utilisateurs de TikTok, il y a bien des Européens. Donc les autorités européennes de protection des données sont compétentes. En France, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Donc c'est peut-être la première action qui pourrait être portée au regard de l'absence de sécurité, de garantie suffisante en termes de transfert des données avec cette faculté pour les autorités locales, en l'occurrence les autorités chinoises, d'accéder à leurs données. Et il y a un grand nombre de données, particulièrement sensibles pour certaines. Parmi les autres actions, l'action judiciaire classique, c'est autorisé au titre du RGPD. On a nos propres fondements. C'est pas parce que le RGPD existe que les autres actions classiques, civiles et même pénales ne pourraient pas être engagées. Donc la responsabilité civile et la responsabilité par ailleurs pénale de TikTok pourraient être engagées sur cette base-là. Avec de bonnes chances de réussite, selon vous? Alors, quand on voit le succès de Max Schrems à l'égard des États-Unis, on a un petit peu envie de lui dire de faire l'équivalent ailleurs. Et là, c'est aussi une troisième action possible, c'est-à-dire les actions qu'on appelle les recours de groupe, les recours collectifs, qui peuvent être portés en France par une association. Donc, oui, ça pourrait fleurir. Eh bien, en tout cas, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci pour votre éclairage. Merci à vous.
Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est Lex Inside et on va parler réglementation européenne des drones civils avec mon invité Laurent Archambault, associé fondateur de Célène Avocat. Laurent, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, quelles sont les catégories d'activité des drones selon le droit européen ? Alors, merci Arnaud pour cette question. Le droit européen est venu écraser, si je puis dire, le droit français à partir de 2021. Et nous avons dorénavant trois catégories, en fonction non pas de la nature des missions, parce que précédemment c'était drone de loisirs, drone professionnel, d'accord. Maintenant c'est en fonction de la nature du risque, d'accord. Et donc nous avons trois catégories. On a la catégorie ouverte, la catégorie spécifique et la catégorie certifiée. Pardon. La catégorie ouverte, c'est, je vais prendre une image, c'est le drone vélo. D'accord? C'est-à-dire que, j'allais dire, c'est surtout du drone loisir, le risque est faible. D'accord? La catégorie spécifique, c'est un risque modéré, c'est le drone voiture. D'accord? Donc là, c'est un peu plus sérieux. On est plus sur des vols de drones qui peuvent être hors vue, c'est-à-dire que le télépilote a l'autorisation de perdre la vue de son drone, ce qui se présente quand même un risque supplémentaire. Et puis, alors c'est ici en mission, en catégorie spécifique, ce sont des missions professionnelles. Hein. Et puis il y a les missions professionnelles plus dans la catégorie certifiée. Alors là, ça va concerner, si vous voulez, peut-être davantage la livraison de marchandises par drone, et également dans un futur plus ou moins proche, les drones taxis. Donc ils vont transporter des passagers et potentiellement pour 2024 les JO de Paris. Donc ça veut dire des obligations plus importantes beaucoup sur plus ces catégories de drones. Voilà. Plus si vous voulez, plus le risque est important, plus il y a de contraintes de servitude. Alors, expliquez-nous aussi comment les drones peuvent être utiles. On l'a vu notamment pendant la crise sanitaire. Oui, tout à fait. Alors, à partir du moment où, typiquement pendant la crise sanitaire, on a évité tout contact humain, eh bien, on fait ce qu'on appelle des missions déportées. Je vous donne un exemple. Par exemple, les constats d'huissier par drone, c'est tout à fait faisable dans certaines conditions. Donc, on va par exemple constater des dégâts sur une toiture. Eh bien, on va donc l'huissier qui est formé à cet égard, qui a une sorte de label, va pouvoir lancer son drone, si je puis dire, sur la toiture en question, litigieuse, et faire toutes les constatations sans qu'il y ait de contact physique. Donc, pas mal d'attrait de ce jouet, si je puis dire, enfin, de ce jouet sérieux. Alors, l'utilisation des drones pose un certain nombre de questions juridiques, respect du droit à la vie privée, droit à l'image, données personnelles. Alors, quel équilibre trouver entre le respect de ces droits et les obligations qui pèsent sur les pilotes des drones ? Oui, alors si vous voulez, le législateur a dû arbitrer, c'est extrêmement compliqué. Le principe restant évidemment dans nos démocraties la libre circulation des biens et des personnes, et donc typiquement du drone, mais évidemment le drone va survoler des personnes, des biens, des immeubles, des agglomérations, et là il y a donc un certain nombre de contraintes. Si c'est en agglomération, il va falloir obtenir des autorisations. On ne peut pas faire cela en claquant des doigts, bien sûr. Et puis je dirais même hors agglomération, à la campagne, vous ne pouvez pas avec un drone aller survoler une propriété privée en vous appesantissant, si vous voulez, en faisant du vol stationnaire qui dérangerait outre mesure la propriété en question. Vous avez un droit de passage, mais vous ne pouvez pas entraver le droit de propriété et de jouissance d'une propriété privée par les intéressés, si vous voulez. Alors terminons, si vous le voulez bien, par les perspectives offertes par ces drones. Vous avez évoqué la livraison par drone. C'est un projet, je crois, d'Amazon notamment. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre développement ? Alors, écoutez, Amazon, il est vrai, a fait couler beaucoup d'encre, notamment aux États-Unis. En France, en Europe, on n'est pas encore prêt. Mais il y a typiquement un projet qui est au départ du marché de Rungis, de faire du transport de marchandises, de biens plus ou moins spécifiques à destination de l'agglomération de Paris. Ça, c'est dans les tuyaux. Ça va sortir un jour, mais comme toujours, il faut beaucoup de temps. C'est comme le drone taxi
passager qui était censé pouvoir être opérationnel pour les JO de Paris en 2024. En réalité, on est encore toujours au stade de l'expérimentation, mais il n'est pas interdit de rêver. Voilà, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside sur Décideur TV.